Dans un pays qui peine à retrouver son intégrité territoriale, disent certains, et une souveraineté devenue incertaine, flirtant pratiquement avec une balkanisation, disent d'autres, est-ce que l'espoir est permis? Est-ce que l'espérance est de mise? Et Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission, la dernière pour l'année 2025, la première pour l'année 2026. Et pour m'accompagner dans cet exercice, nous avons le plaisir de recevoir dans le cadre de cette émission, mais en fait c'est lui qui nous reçoit dans ce beau bureau. J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui est constamment sur le front médiatique, qui l'incarne pratiquement face à l'agression rwandaise, ce depuis plusieurs années. Madame, Messieurs, merci de recevoir avec moi le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Meilleurs vœux. Merci à vous aussi. Merci de nous recevoir dans vos bureaux. C'est ma première fois de tourner ici. Et Dieu seul sait combien de fois j'ai cherché à avoir une interview. Tous les jours finissent par arriver. Bah ouais. Et ça, en fait, merci de nous honorer pour cette première émission 2026. On commence par un état des lieux ou par une question d'actualité? Allez-y, je suis On commence par la question d'actualité parce qu'on abordera quand même le bilan de l'année 2025, mais la question d'actualité récemment ici, c'est une sortie, allez, on va le dire, une sortie ratée au cadre de notre armée par rapport à nos compatriotes Tutsis. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment un haut gradé, comment est-ce qu'un général peut autant aller commettre une telle erreur, si on peut dire ça comme ça? Je crois que c'est très regrettable, malheureusement. C'est des propos qui n'auraient jamais dû être prononcés ou dits. Et je pense à ces sujets qu'il y a eu une réaction forte. Vous avez vu que c'est le chef d'état-major général lui-même qui a signé les communiqués quelques heures après le passage de cette vidéo. Des conséquences ont été tirées. Une action disciplinaire est en cours et c'était aussi une occasion pour nous de rappeler l'engagement pris d'abord par le président de la République lui-même contre toute forme de discrimination et toute forme de discours qui tend à stigmatiser l'une ou l'autre communauté. Nous sommes une grande nation et dans la grande nation, il y a évidemment cette pluralité des communautés qui constituent le Grand Congo. Et je pense que de ce point de vue, nous sommes constamment engagés sur le front médiatique. Nous les répétons. Moi qui vous parle dans ces bureaux, j'ai reçu beaucoup de communautés, y compris la communauté Banyamulenge. Et d'ailleurs, je venais de terminer une réunion avec des jeunes de cette communauté, des réunions que nous faisons de manière régulière parce que dans le combat pour recouvrer justement, préserver l'intégrité territoriale de notre pays, toutes les communautés doivent être mises en contribution, y compris la communauté Banyamulenge. Cela dit, j'ai vu les flots des réactions. Des soutiens, vous voulez dire? Il y a de plus en plus de Congolais qui pensent que le général, le porte-parole de l'armée avait raison de dire ça. Est-ce que c'est inquiétant? Non, écoutez, et puis, Madame Élysée, il faut que nous-mêmes, on essaye de nous connaître. Ce qui a été dit par le général, je vous ai dit tout à l'heure que c'est regrettable, c'est des choses qui n'auraient jamais été dites. Mais après, il faut, si vous regardez comment on se regarde entre Congolais, nos communautés, on dit par exemple que les Bakongos sont pas généreux, les Baluba sont vantards. Il y a toujours des caricatures qui sont dites de cette manière. Après, il faut pas aller à fond sur les sujets parce que ce n'est pas toujours les reflets de la réalité. Donc ici, la question principale, c'est de savoir que le Congo, pour être le grand Congo, a besoin de toutes ces communautés. Et vous savez que la communauté Banyamulenge ou les Tutsis congolais de manière générale souffrent beaucoup du fait d'ailleurs de cette discrimination qui vient du gouvernement rwandais. Parce que comment expliquez-vous que l'ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies s'exprime et cite 9 fois le terme Banyamulenge? Comment expliquez-vous que le président Kagame ose massacrer d'autres communautés sous le prétexte de protéger d'autres communautés? Moi, je travaille avec la communauté Banyamulenge. Et d'ailleurs, plus d'une fois, ils ont eu l'occasion de se dire qu'ils n'ont jamais mandaté personne pour en être les défenseurs. Il y a un travail qui n'a pas été fait sur le plan historique. On quitte les schémas FDLR, le schéma recyclé, et maintenant on rentre dans les schémas, mais tout ça pour camoufler en réalité la guerre économique, la guerre de pillage, parce que c'est cela
l'action du Rwanda en RDC. Au-delà de cette agression, au-delà de cette utilisation de cette communauté, est-ce que ce n'est pas faute, comme je le disais tout à l'heure, de manque d'un travail peut-être historique qui n'a pas été fait? On a peur d'être en face. Je crois qu'il y a un défi. Je crois qu'il y a un défi général. Souvenez-vous qu'en septembre 2019 à Londres, le président de la République a dit que les Banyamulenge étaient des Congolais. Dans mon briefing du 22 février 2024, le président de la République nous avait fait l'honneur de venir répondre aux questions des journalistes. Il a dit et redit, c'est un extrait qui est diffusé quotidiennement sur la télévision nationale. C'est dire notre engagement à aller sur le sujet. Mais le président dit quelque chose, ses soutiens disent autre chose. Écoutez, il faut alors éviter de prendre de fausses références. Des fausses références et de prendre les avis des uns des autres comme une parole d'État. Ce que le général a dit relève de sa responsabilité individuelle, des conséquences ont été tirées. Mais attention, Madame Élisée Odia, ne nous perdons pas. Parce que les sujets principaux, et moi j'ai vu, on a pris note d'ailleurs des différentes réactions de nos partenaires occidentaux, mais j'aurais voulu voir, dans les mêmes élans, évidemment, nous n'avons pas attendu qu'ils s'expriment pour que nous-mêmes nous puissions sanctionner et prendre des mesures contre les générales. Elles ne se sont même pas arrêtées là. Les mesures se sont poursuivies, y compris à la télévision nationale, parce que j'ai vu des allusions dangereuses, de gens qui veulent aller dans une généralisation, parce qu'il ne faut pas oublier que malheureusement cette question est constamment instrumentalisée par les Rwandais, qui veulent trouver par cet incident malheureux que nous regrettons, la porte d'entrée pour nous distraire en réalité de l'objectif principal. Et je le rappelle, et à la fois à nos partenaires internationaux ainsi qu'à nous-mêmes, ainsi qu'à tout le monde, la priorité, c'est de mettre fin à l'occupation de nos territoires par les forces rwandaises. La priorité, c'est de mettre fin aux souffrances que des millions de Congolais endurent quotidiennement du fait de l'action du père, le Rwanda, et du fils, le M23, c'est connu. Et donc, ici, nous avons tirer les conséquences qu'il faut tirer pour ce qui concerne les générales. Évidemment, c'est un travail permanent que nous allons continuer en termes de sensibilisation pour boucher les trous de ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer sur cette fibre dangereuse. Mais, Madame Élisée Odia, aujourd'hui, le sujet, c'est le retrait de troupes rwandaises. Les sujets, c'est la situation humanitaire de plus d'1 million des Congolais. Et les sujets, c'est ceux-là. Et j'espère qu'avec le même engagement, nous allons continuer avec nos partenaires parce que j'aurais voulu voir tout aussi des vagues de condamnation et d'indignation au regard de l'instrumentalisation des populations qui sont déjà victimes d'une gouvernance par crime, par les autorités de fait, pour faire des simulacres de marche, pour montrer que on les soutient. Et puis, si vous demandez les résultats, on vous dit des disparitions, des kidnappings, et toutes ces choses-là doivent être... nous devons tous nous coaliser pour mettre fin à ces choses, nous assurer de la mise en œuvre de la résolution 2773, mais aussi du corollaire, notamment l'accord de Washington. On reparle maintenant du sujet, on reste quand même... on parle de la sécurité. Le sujet important, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'intégrité du territoriale de notre pays. On se disait, mais tiens, on n'allait pas finir l'année sans Goma. Mais ça y est, on est en 2026. On n'a toujours pas Goma, on ne peut pas aller à Goma, on ne peut pas aller à Bukavu. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2025? Bon, écoutez, nous sommes dans plusieurs processus. Il faut savoir que nous, dans la ligne du président de la République, la guerre, nous la faisons sur 5 fronts. Il y a un front militaire, il y a un front diplomatique, il y a un front judiciaire, il y a un front économique, il y a un front médiatique. Évidemment, sur le front diplomatique, avec la résolution 2773, où les choses sont claires, avec les dynamiques enclenchées à la fois à Washington et à Doha, il n'y a presque plus de place pour les armes parce que nous faisons parler la diplomatie. Mais il ne faut pas oublier qu'en face de nous, nous connaissons l'ennemi avec lequel nous sommes sur les fronts. Les goûts du sang, il est prononcé en réalité parce que le Rwanda ne saurait se construire sans les chaos dans l'est de la RDC. Et donc, aujourd'hui, ce qui concerne le front militaire ne devrait peut-être plus être aussi bruyant que ça ne l'a été dans les jours passés, parce que lorsqu'on discute, parce que lorsqu'on a déjà signé un accord,
les uns les autres doivent les respecter. Mais vous discutez depuis 3 ans maintenant, hein, Goma n'est toujours pas là. Et je pense que Madame Odia, c'est des questions qui relèvent d'une extrême sensibilité et qui requièrent, dans notre manière de l'analyser, un certain recul. Parce que la question pour nous, c'est pas simplement de recouvrer Goma. La question pour nous, c'est de recouvrer toutes les parties du territoire occupé et de nous assurer qu'il n'y ait plus d'aventures rwandaises déceptives sur notre sol. Et donc, c'est une question, malheureusement, qui dure depuis plus de 3 décennies. Et cette fois-ci, le président de la République est réellement déterminé, la première ministre et tout le gouvernement derrière, pour que nous puissions y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Et c'est pourquoi nous sommes engagés sur les différents fronts dont je vous ai parlé tout à l'heure. On parle d'une question qui dure depuis 3 décennies, mais 30 ans, on pouvait circuler librement. Faut pas qu'on soit dans le déni non plus. On peut pas ça fait 3 mois qu'on ne peut plus aller à Goma ou à Bukavu. Écoutez, il y a eu, n'oubliez pas, qu'il y a eu une occupation de cette partie du territoire de 98 avec la guerre du RCD qui s'est déclenchée de Zuta Kinshasa. Nous avons connu des situations malheureusement plus difficiles que celle-ci dans notre histoire. Et si elle se répète, cette fois-ci, c'est pour qu'on y mette fin une fois pour toutes. Mais malheureusement, Madame Odia, c'est là qu'il faut situer aussi la responsabilité de nous-mêmes, Congolais, par rapport à notre pays. Parce que les aventures du Rwanda le père ne sauraient prospérer s'il n'avait pas réussi à faire des mutations des fils durant l'histoire. Et c'est ce que nous avons constamment vu. C'est-à-dire que les problèmes, ils viennent quelque part de nous-mêmes aussi. Et donc, il faut qu'on arrive, nous tous, à savoir ce que c'est le patriotisme, à y donner du contenu pour que nous puissions devenir nous-mêmes, nous tous, le rempart contre les aventures rwandaises sur notre sol. Et je pense que de ces points de vue, il y a un travail qui a commencé, il y a un travail qui se poursuivra. Il faut regarder les Congos dans son histoire, parce que les difficultés que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une excuse, Madame Élisée Odia, mais lorsque nous devons regarder l'appareil principal avec lequel la guerre pouvait être faite, je vous épargne le détail, mais aujourd'hui, on n'a jamais eu avant une loi de programmation. J'étais à l'Assemblée nationale, on a fait 12 ans, on parlait de la même chose. Il fallait attendre le président de la République pour que je pense en 2022 qu'on puisse aujourd'hui avoir une loi de programmation militaire. Et lorsque vous regardez les nombres de militaires que nous avons par rapport à la superficie du pays à sécuriser, les nombres de policiers que nous avons par rapport aux biens et aux Congolais qu'il faut sécuriser, vous voyez que nous avons des enjeux d'une grandeur énorme. Et cette crise doit nous remettre, nous tous, Congolais, nous permettre de nous remettre en question et de dire comment nous contribuons, nous tous, à construire un pays plus fort et plus puissant? Comment est-ce que nous-mêmes, on peut s'engager à envoyer nos fils défendre les territoires et tout ça? Et c'est tout ce travail, en réalité, de refondation de ce que nous sommes comme pays qui est en cours sous la direction du président Tshisekedi. Et il faut considérer que ces agissements de Kagame n'ont que pour seul objectif de freiner cet élan parce que, je termine par là, Madame Élisée, lorsque le Congo aura recouvré pleinement ses moyens de tous ses appareils, je ne suis pas sûr que le président rwandais aurait même osé égratigner la moindre partie d'une de nos frontières. Nous avons l'histoire et nous avons l'avenir. Nous verrons bien ce qui va se passer. Les différentes questions que vous avez posées sur base de cette refondation auraient pu trouver solution via un dialogue, mais on en parlera tout à l'heure. On a l'impression, certains se disent, mais qui joue la montre entre vous et le Rwanda? Jouer la montre par rapport à quoi, madame? Par rapport à cette situation, comme on le disait tout à l'heure. Ça fait longtemps que vous discutez. À Doha, vous avez pris plus d'une année. On a signé les accords, mais on a sur terrain. À Doha, s'il vous plaît, il faut peut-être qu'on fasse attention. Le processus des Doha se déclenche le 18 mars. Lorsque, justement, pressés par les sanctions internationales, les présidents rwandais n'avaient pas d'autre option que de se raviser. Le 18 mars, vous avez vu cette photo entre le président Tshisekedi, l'émir du Qatar et les présidents rwandais qui a déclenché le processus tel qu'il suit son cours. Pour le reste, nous aurions pu terminer en décembre 2024 en Angola si les présidents rwandais avaient de la considération pour la médiation africaine. Ça n'a pas été le cas parce que c'est les 15, vous avez vu que c'est lui qui n'est pas venu. Et même plus tard, lorsque la question devrait être relancée, c'est lui qui a imposé au fils de ne pas se rendre à Luanda. Donc, on connaît plus ou moins l'histoire, point n'est besoin de le rappeler. Mais ici, madame, il faut savoir que les conflits dans lesquels nous sommes n'est pas un conflit lié au président Tshisekedi.
C'est un conflit qui est lié à notre pays, à tous les Congolais en même temps. La preuve, ça dure 30 ans. Le président Tshisekedi l'a hérité. Si vous étiez à sa place, vous aurez sûrement hérité de la même chose. Donc, ça s'est accentué quand même. Ça fait plusieurs. Jamais on a été séparés autant avec Goma, d'avec Bukavu. Alors, n'oublions pas, madame, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il y a eu le chapitre de 98. Parce que j'ai l'impression que vous prenez la référence depuis 2004. Mais allons-y, madame, parce que de toute façon, il n'y a rien de réluisant dans ce que nous disons, parce que ça signifie qu'il y a des pays agresseurs qui viennent nous attaquer pour piller nos minerais, parce que ça signifie qu'il y a des Congolais traîtres qui prêtent les flancs à ceux qui tuent d'autres Congolais, parce qu'ils pensent que c'est à travers le sang qu'ils peuvent satisfaire leurs appétits d'arriver au pouvoir. Mais ce temps, il est révolu, madame Élisée Odia. Nous sommes allés en élection, parce que vous parliez des dialogues tout à l'heure. Attention, les dialogues, il va résoudre quoi? Parce que la nature du problème que nous avons, si vous voulez parler du dialogue, mais à Washington, c'était pas une forme de dialogue avec le président rwandais, parce que la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire. La crise que nous connaissons, elle est consécutive à une agression d'une armée étrangère qui décide de venir tuer des Congolais, de piller les ressources que nous avons dans notre sol. C'est ça l'origine de la crise. Après, je peux bien comprendre que ceux qui n'ont pas participé aux élections, du fait de leur propre choix, veulent se récupérer une initiative malsaine qui tue de Congolais pour penser pouvoir revenir à travers un dialogue. Mais de toute évidence, le président de la République avait déjà marqué son accord. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt une question des séquençages, parce que le président a eu l'occasion de discuter avec les prêtres. Certains pensaient qu'il ne les ferait pas. Les prêtres l'avaient vu à leur demande. Certains pensaient que le président leur avait donné mandat. Ce n'était pas le cas. Et donc, aujourd'hui, il y a une feuille de route qui a été travaillée à ce niveau-là. Mais nous étions à Washington. Vous voyez encore avec les agissements du Rwanda à Uvira, vous voyez un peu lorsque ils pensent que la voie la plus indiquée pour eux, c'est la voie du front militaire. Évidemment, nous leur donnons une réponse, mais lorsqu'on est occupé à ces choses, dans la nature de laquelle elles se passent, vous voyez qu'il n'y a pas suffisamment d'espace dans les conditions actuelles pour aller vers le dialogue que certains pensent que ce sera la panacée. Mais en réalité, on sait que même s'il faut y aller, c'est comme on dit souvent, les linges sales se lavent en famille. Et donc, ces linges, il faut les sortir. Et ces linges, j'en arrive, Madame Élisée Odia, et ces linges, pour les laver, ça veut dire qu'on doit faire le diagnostic quand on va faire le dialogue. Et nous tous, nous devons nous convenir, à l'instar de tous les rapports qui sont sortis des Nations Unies, que c'est le Rwanda qui est l'État agresseur. Mais observez avec moi que ceux qui sont aujourd'hui les chantres de ces dialogues ne sont même pas en mesure de nommer les mâles. Et parce que certains sont complices du mal, et parce que certains de ceux qui pensent qu'ils peuvent être des médiateurs ont clairement déjà pris parti et ils ne les cachent pas. Et donc, vous voyez aussi la complexité du sujet, mais le moment venu, le président de la République a déjà dit qu'il était disposé. Aujourd'hui, nous avons l'honorable Muzito qui fait partie du gouvernement. Vous avez vu les discussions avec l'honorable Fayulu. Donc, le moment venu, je pense que la réponse sera donnée à ces sujets. Donc, vous êtes d'accord avec certains opposants qui disent, par exemple, que l'actuel régime n'a pas réussi à gagner la guerre par les armes, et donc il faudrait... Le dialogue est devenu vital, indispensable, nécessaire. Attention, parce que d'abord, cette forme de présentation des régimes, la guerre n'est pas la guerre du régime, c'est la guerre qui est faite au Congo. Les ressources qui sont utilisées, les militaires qui décèdent au front, c'est des Congolais. C'est des militaires qui n'appartiennent à aucun régime. Cette manière de voir le show, justement, c'est ça aussi il faut arriver à interroger les patriotismes des uns et des autres. Moi, je veux bien qu'on ne nous aime pas. Ils sont peut-être lucides, c'est une évidence. Non, il n'y a aucune lucidité lorsque vous pensez... On n'a rien récupéré en 3 ans. Madame, s'il vous plaît, je vous ai dit tout à l'heure, il faut cesser d'avoir une vue simpliste de ces sujets. Le président Tshisekedi aurait pu faire le choix de la complaisance comme par les passés, de laisser les Rwandais continuer ses aventures dans notre pays, de laisser les Rwandais piller nos ressources comme ils étaient, mais là, on a fait le choix d'en finir une fois pour toutes. Ça prend certainement du temps, mais nous sommes dans une dynamique qui va nous permettre de régler la question de manière définitive. Eh bien, ceux qui pensent qu'ils peuvent se frotter les doigts de cette situation, d'abord, ils ne sont pas véritablement congolais au sens du terme, non pas au sens de l'esprit. Parce que lorsque vous êtes vraiment congolais, que vous tenez à votre pays, ce qui importe pour vous n'est pas d'abord ce que vous appelez entre guillemets régime. Parce que qu'on ne vous trompe pas, le travail du président Tshisekedi aujourd'hui,
c'est de rendre la tâche plus facile à celui qui viendra plus tard. Et si cette question était réglée avant, si on avait pu nous restructurer, construire une armée véritablement républicaine, on ne ferait pas face à toutes ces situations. Et donc il faut, dans les chefs de certains, une certaine humilité, et il ne faut pas oublier que même si vous n'aimez pas le président Tshisekedi ou son gouvernement, mais il ne faut pas que votre haine de ce que vous appelez régime, entre guillemets, dépasse votre amour pour le Congo et le Congolais. Parce que si vous êtes animé d'un esprit patriotique envers le pays, envers un altruisme envers le Congolais, vous ne pouvez en aucun cas tolérer ou digérer ce qui se passe dans l'Est actuellement. Le patriotisme n'exclut pas la lucidité. Et qu'est-ce que vous entendez par la lucidité? Le fait de dire qu'on termine 2025, on termine 2025 sans Goma, sans Bukavu, oui, avec une situation confuse à Uvira. Encore une fois, c'est ça, c'est justement cette vision simpliste que vous avez des choses qui sont complexes, d'une situation qui dure 30 ans à répétition intervalle. Je voudrais pas reparler des AFDL, RCD, CNDP et toutes les mutations du fils du Rwanda. Ici, madame, nous avons un ennemi qui est connu, qui pense, qui s'est construit sur le dos de la RDC et qui pense constamment, il peut continuer à se construire en pillant les ressources de la RDC. Je vous ai parlé des francs, qu'on ne vous trompe pas, parce que malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur ce qui est positif, mais madame, vous savez qu'il y a eu une enquête de Human Rights Watch ou des National Broadcasting Channel aux États-Unis qui vous montre comment les cimetières au Rwanda ont pris du volume. Est-ce que vous savez que les soldats rwandais, quand ils décèdent, ils n'ont parfois même pas droit à des obsèques? Est-ce que vous savez que tous ceux qui meurent au Congo, ils sont cachés parce que le président rwandais se camoufle devant son opinion. C'est pour ça que son opinion est inondée de fake news, parce que le Rwanda, c'est aussi la fabrique reconnue mondialement des fake news, des trolls qui produisent les mensonges matin, midi et soir, qui malheureusement est consommé par des Congolais. Mais faisons attention à nous-mêmes. Nous sommes dans un cycle. Je pense que le président Kagame n'avait jamais autant engagé des forces rwandaises sur notre territoire. On parle de 10 à 15 000 et même plus. L'opération qui s'est passée à Uvira, vous savez, ils ont commencé par tirer des missiles du territoire rwandais, à utiliser des drones kamikazes sur des cibles civiles. Et les gens veulent venir parler, entre guillemets, des lucidités. De quelle lucidité on peut parler si vous n'êtes pas en mesure d'analyser, de dénoncer, ne fût-ce que verbalement, les mal qui arrivent à vos propres compatriotes. Et vous avez l'ambition un jour, demain, de venir penser diriger ce pays et apporter des solutions. Ils vous diront que ceux qui ont dénoncé n'ont pas réussi à mettre un terme à la guerre. La question n'est pas, madame, écoutez, il ne suffit pas de dénoncer. Il faut faire attention. La question ici, lorsque vous dites que vous êtes Congolais, vous êtes demandeur du dialogue entre Congolais, parce que vous pensez que c'est en discutant qu'on arrivera à des solutions. Vous n'avez pas le minimum de courage du docteur Mukwege, de l'honorable Martin Fayulu, pour nommer le mal. Ici, le mal, c'est le Rwanda. Il y a des preuves, c'est documenté. Et c'est inacceptable. Mais il ne suffit pas de les nommer pour mettre fin à la guerre, c'est ça aussi. Mais madame, c'est là que vous ne faites pas un effort pour comprendre les cheminements de ma réflexion. Parce qu'une guerre ne se termine pas par un claquement de doigts. Nous étions à Washington, vous y étiez, quand on a fini, vous avez vu ce qui s'est passé à Uvira, vous avez suivi ce que nous on a dit, mais aussi ce qu'avait dit le secrétaire d'État Rubio. Il dit il y aura sûrement de up and down, mais ici nous avons un document qui cristallise ce que le président Kagame a toujours nié. Pourquoi il a signé avec nous un accord à Washington si le Rwanda n'était pas partie prenante de la guerre? Pourquoi alors il a toujours nié? Il nie le matin. Quand je vous dis c'est la fabrique mondiale du mensonge, on nie le matin, et puis le soir on va signer. Et on revient pour dire, bon là, nous n'y sommes pas. Et là, on revient, on dit FDLR. Après les FDLR, on dit Banyamulenge qui sont de Congolais. Mais alors, de quoi on parle? Et s'il y a des Congolais qui ne veulent pas comprendre que la réponse qu'il faut donner à Kagame, c'est une réponse qui part d'abord de nous-mêmes, de comment on définit notre patriotisme, notre rapport à la mère patrie, au-delà de ceux qui sont aux responsabilités pour le moment, alors on n'a rien compris. L'heure n'est pas dans le pourquoi, mais dans le comment. Le pourquoi, on connaît les causes.
on connaît l'agresseur, mais comment on s'en sort? Mais je vous ai dit, madame, C'est ce qu'on je vous ai parlé de différents comment je on vais vous arrive, expliquer, je vais vous expliquer davantage parce qu'il me semble que vous ne voulez pas, soit que vous ne voulez pas comprendre, soit que vous voulez je vous pose juste les questions que certains qui, beaucoup qui nous suivent mais maintenant, la difficulté que nous avons ça. justement avec vous, parfois professionnels des médias, c'est que du fait de votre rôle de journaliste comme de lumière, vous devez être en mesure de donner des réponses vous-même. Et moi, j'observe malheureusement, parce que nous avons assisté récemment, j'espère qu'on y reviendra, à un mensonge dit dans une église. Et vous tous, vous savez que c'était du mensonge, mais personne n'a pris le courage de venir dire parce que vous pensez que dénoncer un mensonge dit dans une messe de Noël par un chef de l'Église, vous pensez que les dénoncer va signifier soutenir, entre guillemets, le régime, pour utiliser votre terme. Mais c'est pour ça que nous n'aidons pas notre pays à avancer. L'accord qui a été signé à Washington, l'accord de partenariat stratégique, c'est pour le pays. On va parler de cette question. C'est pour vous dire justement, parce que vous parliez de comment de la guerre. Comment on s'en sort? Mais justement, je vous ai parlé du front militaire. Je vous ai parlé du front diplomatique. Laissez-moi vous parler du front judiciaire. Vous savez que depuis les débuts des aventures rwandaises sur notre sol, en 1994, après les génocides, des tristes mémoires, on n'a jamais eu ce que nous avons maintenant. Nous avons eu, grâce à notre plaidoyer, notamment au Haut Conseil de droits de l'homme à Genève, nous avons eu une mission d'établissement de faits. Aujourd'hui, nous avons une mission d'investigation. Une commission d'enquête internationale qui va établir et cristalliser les responsabilités principalement du Rwanda et de leurs pantins supplétifs. Ça, c'est un volet judiciaire. Nous sommes à Arusha contre le Rwanda. Nous avons les volets économiques. Mais vous pensez que pourquoi cette guerre en est arrivée à ce point? Parce que nous, on s'est réapproprié. Je vous épargne des chiffres que nous faisions dans l'exploitation de l'or. Lorsqu'on a créé DRC Premier Gold ou DRC Gold Trading, le Rwanda, 40% du budget du Rwanda en ressources propres vient de la vente de l'or pris illicitement en RDC. Si aujourd'hui on atteint ces niveaux, ces pics, mais c'est parce que nous on veut nous réapproprier nos minerais et nous assurer que nous les mettons à disposition du développement de la RDC. Où elle est mal. Et si lui pense qu'il peut répondre par les armes, il répond par les armes maintenant, mais il faut qu'il soit sûr que Seko na Seko, il sera toujours en mesure d'y répondre. Je ne suis pas sûr, parce que dans la durée, ça prend du temps, mais je suis sûr que le Congo gagnera. Et lorsqu'on vient... On gagnera quand? Parce qu'on flirte avec la balkanisation. Non, écoutez, qu'on ne vous trompe pas, sauf si vous... Vous semblez minimiser cela, mais certains disent que non, mais on est déjà un pays balkanisé. Comment minimiser lorsque nous sommes un gouvernement? Je n'ai pas fait... S'il y a une partie du pays où j'ai le plus voyagé, c'est dans le Nord Kivu. Comment vous pouvez aborder les sujets d'une telle gravité avec une telle attitude, Madame Élisée Odia? Vous êtes congolaise, oui ou non? Ces pays-là vous appartiennent ou pas? Les pays n'appartiennent pas à ceux qui sont aujourd'hui à sa tête. Le problème, c'est pas être congolais ou pas. Le problème, c'est répondre aux questions. Non, attention. Bah oui, parce que certains redoutent cela, on est en pleine balkanisation. Justement, même dans la manière de poser les questions, il faut avoir les reculs qu'il faut par rapport à la gravité des sujets que nous abordons. Même ceux qui occupent cette partie du pays actuellement, ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Et vous savez, ce qui est encore plus fort dans tout ça, c'est que même quand ils veulent instrumentaliser les populations pour venir en soutien, les populations leur disent non. Vous avez vu sûrement la vidéo de ce jeune homme qui leur pose la question, mais qu'est-ce qui se passe depuis toutes ces années venir imposer la guerre? Mais c'est parce que nous avons des traîtres parmi nous qui a tout ça. Et il ne faut pas rêver qu'un jour, une partie de notre pays fera partie du Rwanda. Vous devez rêver. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont là pour le moment. Madame Élisée Odia, vous pouvez être sûr que tant qu'eux vont penser qu'ils peuvent prendre ces pays-là, si nous devons être dans cette situation, nous le serons parce que nous savons que nous gagnerons. Et aucun centimètre carré de notre pays ne sera cédé au Rwanda d'aucune manière. Et il n'y a aucun Congolais, même pas les pantins qui sont avec eux, qui vont, eux, les cautionner. Encore faudrait-il qu'on se donne les moyens. En tout cas, on va continuer. On se le donne. Ça prend du temps, on se le donne, parce qu'il faut reconstruire l'appareil de défense, c'est en cours. Non pas qu'il n'y ait pas de progrès, mais il faut demander aux Rwandais de faire les bilans de leurs militaires morts en RDC. Ici, ils sont
courageux, ils seront en mesure de le dire. C'est là aussi que je dois situer votre responsabilité, vous professionnels des médias. On parlera des médias, mais non, monsieur quand le vous ministre, regardez, on parlera des non, médias. d'abord non, on va en parler parce que parfois les médias ne sont pas les bons vecteurs, malheureusement. Regardez le Rwanda. Je ne suis pas sûr qu'il y a des journalistes qui opèrent comme vous au Rwanda. Comme moi, c'est-à-dire? Mais vous avez toute votre liberté, madame, de poser toutes les questions telles que vous les posez. Vous les savez. De l'autocensure. Vous les savez. Mais qu'importe, hein, le métier du journalisme rime avec responsabilité. J'ai pratiqué ces métiers. Et les conditions n'ont jamais été faciles. Et donc aujourd'hui, les gens ne doivent pas s'émorfondre dans des excuses. On ne peut pas comparer. En termes de liberté d'expression, la RDC et le Rwanda et beaucoup de pays d'Afrique que je ne citerai pas. Parce que moi, je gère les médias au quotidien. Madame, le nombre de médias que vous avez ici dépasse même le nombre des médias dans 30-40 pays d'Afrique réunis. De quoi on parle là? Et vous allez comparer ça avec ce qui se passe dans un pays despotique où aucun Rwandais n'a le droit, y compris de réclamer pour un père, le corps de son fils qui est mort au Congo. Au début de cette émission, je disais que vous incarnez le front médiatique. On parlera des médias et comment est-ce que les médias sont en train de s'approprier cette agression rwandaise. Mais on continue en disant, on parle de la sécurité. Il y a le phénomène Mobondo. On a suivi récemment quelqu'un de l'armée dire que c'est un phénomène qui s'est transformé désormais en une rébellion soutenue par beaucoup de personnes qui sont derrière le chef de l'État. Écoutez, de toute façon, il faut se faire une économie de surinterprétation des choses qui peuvent être... Évidemment, nous sommes en une période où, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux réseaux sociaux, tout s'emballe. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je pense qu'il y a une réunion autour du VPM intérieur pour parler du sujet. Sur la question de la sécurité, nous avions évidemment, avec l'opération Goma, connu des progrès. Nous en parlons tous les vendredis en Conseil de ministres. Mais il y a encore un travail qui doit se faire. Parce qu'il faut en arriver à circonscrire les types des menaces ou les types des réactions qu'il y a sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, il y a eu cette réunion avec le ministre de l'Intérieur, nous l'avions déjà prévu. Nous aurons l'occasion en début d'année de refaire le tour de toute la situation sécuritaire du pays pour mieux vous édifier. Alors, il ne faudrait pas, sur des sujets de sécurité, se fier à des déclarations que vous avez, encore que vous êtes journaliste. Il y a toujours besoin de recouper des choses, même voilà pourquoi on vous pose la question, parce que là, on a suivi. Et moi, je viens de vous dire, qu'aujourd'hui, il y a une grosse réunion interministérielle autour du VPM intérieur. Je pense que le compte-rendu doit déjà être disponible. On aura l'occasion avec lui de revenir dans un exercice de redevabilité bien dédié pour vous donner les détails de cette situation. Le grand succès de la RDC en 2025, il était diplomatique sur fond de cet accord de Washington, si on peut dire ça comme ça. Alors là, je reviens avec cette citation de quelqu'un qui a soutenu les propos tenus le réveillon de 24, le réveillon de Noël, le propos de Monseigneur Fulgence, l'évêque Fulgence Monteba. Il dit c'est exactement ce que les Américains ont fait dans tous les autres pays où ils ont été présents, que ce soit leurs grandes entreprises, ils obtiendront tous les minéraux critiques, les exporteront vers les États-Unis, rapatrieront également les revenus, les profits vers l'Amérique. Il s'agit du directeur de l'Institut Denny Haller pour la paix de la Conférence des évêques catholiques d'Afrique australe, qui dit au final les propos de Monseigneur, le président de la CINCO, Fulgence Monteba, qui dit tout haut que l'accord de Washington, c'est en fait en réalité l'hypothèque des minerais congolais ou l'hypothèque carrément de la RDC. C'est vrai. Mais vous serez plus cohérente en disant qu'il a parlé de 99 ans. Et il a insisté sur 99 ans. Mais je suis d'ailleurs tellement confortable sur le sujet que vous-même, vous pouvez lui répondre. Vous avez lu l'accord, vous avez été à Washington. Où est-ce que vous avez vu 99 ans dans les textes? Je suis dans l'hypothèque. Hein. Mais s'il vous plaît, soyons cohérents. Parce que vous avez parlé justement de Monseigneur Fulgence. Je n'ai pas coutume de répondre à des individus ni à réagir à des commentaires. Mais ceci est extrêmement grave dans la symbolique parce que c'était le soir de Noël où on est censé être en communion. Je n'ai pas lu dans cette homélie ni entendu des mots pour nos populations ouvira. J'ai très peu entendu une préoccupation pour ceux-là. Mais j'entends 99 ans
Vous avez entendu 99 ans. Madame, l'accord est là. Consultable sur les sites internet du ministère de la Communication ou du département d'État depuis le jour de sa signature. Où est-ce que vous avez vu 99 ans? Pourquoi vous, Madame Élisée Odia, n'avez pas répondu à Monseigneur Fulgence de votre position de journaliste? Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui mène l'interview. Attention, la question, c'est pas vous qui menez l'interview. Je sais que ici, vous avez tendance à vous rappeler de votre premier amour, mais pour l'instant, je suis désolé, je connais la tactique pour échapper. Mais non, mais madame, je sais que... dites-moi, comme journaliste, vous avez une responsabilité dans cette société ou pas? Lorsque visiblement vous voyez qu'un homme d'église dit des choses qui sont pas vraies, est-ce qu'il faut simplement attendre que le ministre de la Communication vienne fixer l'opinion, ou vous-même, comme société civile, gardien des équilibres sociétaux, vous pouvez venir, écoutez, moi, Madame Élisée Odia, j'étais à Washington, j'ai lu les différents accords, j'ai jamais vu 99 ans nulle part. Parce que le prêtre, si je peux me permettre, Monseigneur, il s'est mis à la tête d'une machine de désinformation. Et comme malheureusement, c'est aussi cela votre responsabilité, on nous reviendra. C'est de notre faute maintenant. Notre responsabilité, on nous reviendra. La désinformation. Et comme c'est cela la principale source d'information pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on a toujours tendance à suivre de mauvaises nouvelles ou ce qui n'est pas vrai, mais beaucoup de gens, les peuples de Dieu, a malheureusement été trompé. En l'occurrence, par des propos qui ont été tenus par un homme des dieux pendant un office religieux le soir de Noël. C'est extrêmement grave pour que vous qui étiez là, comme journaliste, vous puissiez dans vos tribunes respectives dire, écoutez... L'un n'exclut pas l'autre, monsieur le ministre. Je ne sais pas pourquoi vous voulez nous Je ne vous ai pas entendu, je ne vous charge. L'un n'exclut pas l'autre. Ne considérez pas que c'est vous que je cible. Non, de manière je parle générale, de nous en tant que journaliste. Je parle de votre pourquoi rôle, vous nous parce que chargez? justement, de par ma position, j'ai été là où vous êtes. Je suis là où je suis. J'ai été au Parlement. Je suis dans une position qui me permet aujourd'hui de situer, madame, qu'on ne vous trompe pas, dans la construction d'un pays. Il y a une part de responsabilité dévolue à toutes les couches. Je vous donne un exemple. Vous verrez jamais, jamais, sur une télévision américaine, le sang d'un Américain, blessé ou tué. Ces journalistes-là n'ont pas attendu que ce soit le gouvernement qui vienne leur dire. Mais par respect, ils ne montrent pas du sang. Ne vous trompez pas. Les journalistes français, les journalistes américains, au-delà du fait qu'ils sont journalistes, tiennent compte de leur appartenance dans leur pays. Et en l'occurrence, l'accord ici n'est pas l'accord du président Tshisekedi, c'est l'accord de Congolais. Madame, l'accord a été préparé savamment par des techniciens congolais, des experts. En vase clos, en fait. Un accord qui engage. C'est ça. On a parlé de Monseigneur Fulgence. On peut parler des opposants. Ils se disent, ça engage le pays. Allons-y progressivement. Mais pourquoi pensez-vous qu'on fait des élections dans un pays? Pourquoi? En l'occurrence, notre gouvernement, notre président, 73%, plébiscité. Quelle est la seule organisation, y compris celle à laquelle appartient le Monseigneur qu'on a mentionné, qui a contesté l'élection du président? C'est le président qui est élu. Il dispose d'une majorité. Il dispose d'un gouvernement. Et c'est le gouvernement qui a la mission d'accompagner les présidents de la République dans sa direction du pays. C'est constitutionnel. Pourquoi alors dites-moi, pourquoi on ne ferait pas un conseil de ministres pendant les délibérations, en direct, pour que tout le monde voie comment nous discutons? Alors, madame, ne trompons pas les peuples des dieux. Nous avons, nous, notre responsabilité. Nous connaissons les intérêts du pays. Nous les défendons. Et dans les cadres de cet accord... Ils disent la même chose, hein? S'il vous plaît. Ils disent aussi défendre l'intérêt du pays. S'il vous plaît. Dans les cadres de cet accord, nous avons défendu de la première à la dernière ligne les intérêts du pays. C'est un accord public. Après, il y a à redire. Hier, nous discutions avec le VP Moukoko parce que nous avons préparé une brochure qui réunit tout ce qui a été fait à Washington. Il y avait évidemment la dimension avec le Rwanda et les États-Unis, mais il y avait la dimension entre la RDC et les États-Unis, la dimension de l'accord de partenariat stratégique. Aujourd'hui, nous sommes parmi les 4 ou 5 pays africains
qui sont des partenaires stratégiques des États-Unis. Dans cet accord, il ne s'agira pas que de mines, il s'agira d'éducation, il s'agira d'innovation, il s'agira de renforcement de la gouvernance, il s'agira d'être sûr que du côté congolais, avec ce que nous pourrons apporter sur la table, nous bénéficions de l'expertise ou de l'expérience américaine. Dites-moi, quel est le seul pays au monde qui s'est développé tout seul? Le Japon, qui est sorti de guerre en 1945, a été reconstruit grâce aux Américains. Après la guerre en Europe, il y a eu le plan Marshall. Mais pourquoi les gens doivent aujourd'hui penser que nous ne sommes pas en droit? Les Américains, si vous lisez la dernière note sur la stratégie américaine, vous allez voir que dans leur priorité, c'est de sécuriser la chaîne d'approvisionnement de minerais stratégiques. Nous sommes dépositaires de minerais stratégiques. Et ces minerais stratégiques que nous n'utilisons pas, nous, au quotidien, dans nos applications quotidiennes. Eux, ils en ont sûrement besoin plus que nous pour leur industrie de défense de haute technologie. Mais pourquoi alors nous, on va s'y refuser? Pendant qu'on a la possibilité, avec eux, de voir comment on donne vie au projet Inga 3. Le grand Inga, c'est 44 000 mégawatts. Et si on va les développer dans d'autres phases, on donne l'électricité à tout le Congo, à tous les continents. Pourquoi les seuls pays africains qui disposent de 9 frontières ne peuvent pas aujourd'hui embrasser une opportunité de développement économique qui permette aux uns et aux autres d'avancer? Madame, cet accord, vous devez vous l'approprier. Vous devez vous l'expliquer. Parce que dans son application, ça prendra peut-être 2-3 ans. Il faut étudier les projets, les listes des projets qui seront transmises. Il faudra faire des études. Et puis, le temps qu'on pose la première pierre pour commencer un projet, ça peut arriver dans une année. Mais le président Tshisekedi, le temps qui est le sien pourra s'épuiser. Mais l'accord ici produira des effets pour 30 ans, 40 ans, 50 ans au bénéfice de Congolais. Où est les problèmes? Où est les mal? Est-ce que pour ces personnes-là de s'opposer ce type, est-ce qu'ils ne sont pas légitimes de se poser la question? Écoutez, nous avons, je répète encore une fois, et gardez cette règle aussi pour vous. Pour vous, ceux qui vous suivent, ou ceux qui nous suivent, ceux qui nous suivent. Non, écoutez, madame, vous savez... Quand vous parlez vous, c'est ceux qui nous suivent. Vous et ceux qui nous suivent. Il ne faut jamais compter sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi. Nous, lorsque nous faisons nos briefings de redevabilité, vous étiez avec nous à Washington. Avant la signature, nous avons fait un briefing. Après la signature, nous l'avons fait. Nous avons conçu tout un plan d'explication aux Congolais, mais nous avons été bousculés par les événements d'Uvira parce que ça nécessitait une grosse attention. Mais maintenant, Madame Odia, où est les mal dans tout ça? Nous, on n'attend pas que les gens nous posent des questions. Nous venons devant vous dans des exercices inédits en direct, où vous avez la possibilité de challenger les membres du gouvernement directement. Et sur cet accord, il est prévu des mécanismes qui peuvent permettre de retoucher l'un ou l'autre point. Pour des personnes de bonne foi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, à la suite justement du recadrage que j'avais fait au Monseigneur, j'ai vu certains sociétés des jésuites réagir. Dans un sens, l'interpellation était ceci, cela, mais j'ai vu aussi un compatriote, un certain Trésor Luindula ou encore un certain Ikalengunda, c'est des compatriotes, mais qui ont bien compris et qui ont bien circonscrit cet accord, c'est une affaire de Congolais. Nous, on a fait notre part comme gouvernement, nous l'avons amené et ne vous inquiétez pas, en mars, article 214 de la Constitution, l'accord sera soumis à ratification et nous avancerons. Mais de quoi on parle justement? Voilà, là c'est l'information que vous nous donnez, c'est l'exclusivité de cette émission. Mais on va parler quand même. Mais ceux qui, madame, c'est pour ça que j'insiste en disant, on ne peut pas compter sur la bonne foi de personnes de mauvaise foi. Parce que lorsque malheureusement les propos de Monseigneur ressemblent à un lancement de campagne de désinformation avec de relais qui ne viennent pas nous dire qu'ils ont lu l'accord, qui ne viennent pas faire des observations sur le contenu de l'accord, mais qui restent dans une forme des postures politiciennes. Mais certains d'entre eux aspirent à venir aux responsabilités demain. Si le peuple congolais leur donne grâce d'arriver, vous êtes sûr que demain ils diront « on va réviser cet accord lundi, mardi » ? Je ne suis pas sûr. Alors, ne vous laissez pas tromper par ceux qui sont dictés par des impératifs politiciens, là où nous, on a pensé cimenter
l'avenir de notre pays en ayant un accord de partenariat stratégique avec les Américains, autant on en a avec la Chine. En tout cas, ensemble, vous partagez quelque chose, vous avez quelque chose en commun, c'est l'amour du Congo, parce que tous parlez au nom de l'amour, mais chacun voit un peu cet amour. Écoutez, on va pas préjuger des uns des autres, voilà. Mais vous savez, l'amour du Congo, on l'exprime. Vous voyez la sagesse des Salomon. Souvenez-vous de cela. Et je pense que très peu sont en mesure de faire preuve de cette immense sagesse. Parce que justement, nos intérêts égoïstes valent plus que les intérêts pour nous de voir notre pays uni. Sinon, on ne s'offrirait pas, pour certains, comme on s'est offert à ceux qu'on a combattus hier. En diplomatie, il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours, c'est avec la Grande-Bretagne, l'Angleterre, par rapport à au rapatriement, pas rapatriement, je sais pas, au retour de certains de nos compatriotes là-bas. Est-ce qu'un compromis a été trouvé? Qu'est-ce qui a été mis en place? Nous sommes en voie de trouver un compromis. D'ailleurs, j'ai sorti un communiqué hier. Évidemment, travailler avec les services des affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur. Les Britanniques, comme beaucoup de pays, ont exprimé les besoins d'organiser un retour de ceux qui sont irréguliers dans leur pays. Nous avons eu l'occasion dans nos différents échanges de leur rappeler que les droits humains devraient être respectés et que les conditions des rapatriements devaient se faire en fonction de ça. Nous avons des bonnes relations, de bonnes discussions qui continuent. La Première ministre était à Londres en septembre, j'étais dans sa délégation. Nous avons rencontré à ces propos des responsables britanniques et nous sommes en phase d'atterrissage et nous sommes sûrs que nous allons y arriver. On a peur que des non-congolais puissent être rapatriés au regard de la... C'est-à-dire des personnes à nationalité douteuse, c'est ce qu'on a appelé. Les non-congolais ne seront pas concernés. Mais on parlait des nationalités douteuses, c'est ça le point de fixation. De toute façon, il y aura des processus, des discussions au niveau du ministère de l'Intérieur qui a des services, notamment la DGM. Et on verra comment régler la question. Mais madame, vous savez, les Congo est un pays appelé à être grand. Et la grandeur du Congo sera aussi la grandeur de l'acceptation de nos différences en termes de communauté. Aujourd'hui, la force des États-Unis, c'est le melting pot. Il ne faut pas craindre le fait qu'il y a des personnes qui viennent d'ailleurs, qui veulent choisir le Congo comme deuxième patrie. Il ne faut pas le craindre. Au contraire, il faut voir comment les intégrer. Nous avons un territoire qui est celui qu'il est. Mais rapatrier un Congolais qui n'est pas Congolais, c'est autre chose. Hein? Non, attention. Sur ça, évidemment, il y a un processus de contrôle. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours possibilité de vérifier lorsque vous êtes Congolais. Parce que comment vous atterrissez à Londres de manière irrégulière? Si vous n'y êtes pas né, vous y êtes arrivé par quel tact? Vous venez d'où? Mais toutes ces choses, c'est des choses qui sont vérifiables à travers le service, notamment la DGM. Notamment la DGM, on va parler rapidement de questions. Moi, je voulais que vous puissiez nous dire, sur le plan économique, quel a été le fait marquant. Écoutez, je pense que sur le plan économique, nous avions des objectifs dès le départ. Les objectifs du président de la République, 6 engagements, préservation du pouvoir d'achat. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde en termes de pouvoir d'achat, avec le raffermissement du taux de change, l'amélioration d'ailleurs de la situation du franc congolais, vous voyez que nous avons fait des progrès. Et nous, fort heureusement, nous avons toujours l'humilité de savoir que tous les progrès que nous faisons ne reflètent pas tout ce que nous avons comme ambition pour les Congolais. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas faire un rappel du fait, par exemple, qu'on a doublé les salaires de nos militaires. Je ne voudrais pas revenir pour vous parler de la gratuité de l'éducation de la maternité, parce que ça procède du rôle normal d'un État qu'on reconstruit. Mais malgré le contexte de guerre, vous avez suivi que nous avons encore satisfait à la dernière revue FMI Banque mondiale. Ça veut dire qu'au-delà de toutes les pressions, parce que malheureusement, on parle parfois beaucoup de corruption ici, c'est vrai que nous avons un challenge sur le sujet, comme d'ailleurs tous les pays du monde, au-delà de la perception des uns des autres. Mais, madame, écoutez, depuis 2019, nous n'avons raté aucune revue. Vous savez comment se passent des revues? Vous avez tous les 3 mois ou tous les semestres des experts qui viennent de Washington, des FMI Banque mondiale, qui s'asseyent avec nos experts. Et au niveau politique, le ministériel, on regarde le plan de trésorerie, comment nous dépensons, comment nous affectons nos ressources pour des secteurs pro-pauvres, des secteurs sociaux, des secteurs santé,
il donne des recommandations. Et chaque fois qu'il donne des recommandations qui sont prises en compte, il vous rajoute. Je crois que cette année, nous atteindrons à peu près 3 milliards qui viendront dans différentes formes à appui budgétaires. Mais nous avons aujourd'hui un portefeuille de projets de la Banque mondiale qui atteint des chiffres et records qu'on n'a jamais atteints. J'ai accompagné les présidents de la République à Washington dans sa réunion avec Mme Georgieva Kristalina. Elle a dit au président que pour ce qui concerne le programme, je n'ai pas à redire. Vous faites bien. Il y a toujours de la place pour l'amélioration et je pense que c'est l'engagement que nous avons au niveau de la Troïka, au niveau du gouvernement et qui est suivi de près par la Première ministre. Et donc, il faut considérer qu'au plan économique, malgré un contexte difficile, marqué par la pression des dépenses militaires, nous avons tenu. Voilà. Malgré ce contexte, on va se projeter pour 2026. Comment vous voyez 2026? Écoutez, je suis un optimiste né. L'année 2025 a été une année pleine de défis. Mais vous savez, madame, les grands défis façonnent de grands hommes. Mais je regarde, malheureusement, dans l'aéropage dans lequel nous sommes, très peu peuvent comprendre que c'est en affrontant ces défis qui peuvent devenir de grands hommes, en termes de choix que nous faisons. Et je pense que par rapport aux défis auxquels nous faisons face, être grand homme, c'est choisir le Congo. C'est de combattre pour le Congo. C'est de s'assurer parfois, aux dépens de ses propres intérêts personnels, que ce soit le Congo qui gagne. Ce sont ceux qui font ce choix qui sont grands. Et aujourd'hui, moi, je salue particulièrement le patriotisme dont a fait montre le président de la République. Le patriotisme qui vient d'en haut, c'est contamine en bas. Tenir malgré l'adversité. Tenir parce que nous savons que nous allons gagner. C'est un bel exemple. Et dans cette droite ligne, nous tous nous sommes mobilisés. La première ministre, je ne voudrais pas parler de la ministre Kaikwamba, mais et de tous les membres du gouvernement. Et aujourd'hui, grâce par exemple à Congolais Téléma, je vois des élans de patriotisme. Je ne voudrais pas parler je voudrais pas citer des artistes parce que je risque d'oublier, mais il est évident qu'on a réveillé l'amour des Congolais pour le Congo. Moi, je reçois des appels de Stockholm, de Luxembourg, du Chili, de Congolais qui veulent se mobiliser, qui veulent rejoindre la dynamique Congolais Téléma pour être sûrs qu'ils ont apporté leur contribution. C'est aussi cet exemple-là qui doit enseigner certains hommes politiques. Tout à l'heure, vous avez dit tenir face à l'adversité. Est-ce qu'il a été, c'était le cas avec les médias, la presse congolaise? Écoutez, ils ont tenu face à l'adversité. De manière générale, lorsqu'on a fait il y a quelques jours les bilans du travail qu'on a commencé depuis qu'il avait plu justement à mes autorités de me désigner à ces portefeuilles, nous avons fait beaucoup de progrès. Nous avons une nouvelle loi, qui n'était pas non plus le plus facile, arriver à décrocher cette ordonnance-loi. Après 26 ou 27 ans, nous avons une loi moderne adaptée. Évidemment, il faut faire le combat pour sa pleine application, surtout dans les volets qui concernent l'arrestation de journalistes. Il y a de l'espace pour l'amélioration. Nous avons commencé les processus de modernisation des médias publics. Ce n'est pas encore ce que nous souhaitons, mais c'est un début. Aujourd'hui, il y a un grand défi, c'est de mettre fin en réalité à la pauvreté des médias. En réalité, mais Madame Odia, c'est pour ça que cette guerre devrait vous préoccuper. Parce que si le pays était en paix, vous auriez pu sûrement avoir plus d'annonceurs, plus d'opportunités, vous auriez des médias qui auraient pu avoir des correspondants à Goma. Mais est-ce que vous sentez l'engagement des médias, des journalistes congolais maintenant? Moi, aujourd'hui, je dois saluer le patriotisme des journalistes congolais. Je parlais des patriotismes tout à l'heure. Parce que par exemple, là, tout au long de par exemple, non, attention, il y a une double dimension. Parce qu'il y a toujours de l'espace pour faire. Je vous donne un exemple, avant de revenir sur la question de journalistes. Vous entendez souvent les gens parler d'armée numérique rwandaise, etc. Mais vous pensez que l'armée numérique rwandaise est faite de qui? Le Rwanda, je l'ai démontré plusieurs fois, c'est une usine à troll. C'est un pays qui exporte industriellement les fake news, que moi je qualifie de poison rwandais. Même si c'est tellement vrai pour eux qu'ils veulent le retourner comme un discours de stigmatisation, non. Une désinformation
comme celle distillée à la messe de Noël, c'est un poison. Un poison vient dans l'objectif de tuer, de détruire. Et c'est ce qu'ils font, ils inondent. Et malheureusement, dans cette œuvre malsaine, du fait de notre pluralité, de notre liberté, parfois involontairement, nous devenons, nous, membres de l'armée numérique rwandaise. C'est une interpellation collective. Pourquoi partagez-vous le tweet du ministre rwandais des réseaux sociaux? Vous pensez qu'un Rwandais... Au nom de l'indépendance... Pardon, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Vous pensez qu'un Rwandais peut partager un tweet du ministre Muyaya Kaikwamba dans un groupe WhatsApp de Rwandais? Vous pensez qu'un Rwandais peut le faire? Jamais. Il sera en prison. Il sera arrêté. Mais nous-mêmes ici, nous sommes... On n'est pas le Rwanda. Attention, encore heureux, attention, hein. justement. Et encore heureux. Encore heureux, mais préservons-le justement. Alors, utilisons à bon escient notre démocratie, protégeons-la. Parce que, madame, n'oubliez pas que nous, on aurait pu faire le choix d'aller dans un système plus restrictif. On imposerait un état d'urgence ou un état de siège, et je ne sais pas quelle forme. Les médias auront des libertés restreintes. Vous ne serez peut-être pas en mesure de faire votre travail tel que vous le faites. C'est une richesse que nous avons, que nous devons préserver. C'est pour ça que notre priorité numéro 1 en 2026, avec les médias, j'en reviens, c'est de lutter contre la désinformation. Parce que cette désinformation-là fait que ça vous donne plus de travail à vous faire expliquer, à revenir sur des situations. C'est pour ça qu'il est important que les journalistes engagés, nous sommes de sources disponibles. Alors, je peux comprendre que nous tous, on soit à certains égards pressés par le buzz. Moi, je suis porte-parole du gouvernement. Je parlerai jamais, jamais, jamais en premier, juste parce qu'il faut parler en premier. Non. Lorsque moi, je viens parler aux Congolais, je viens parler aux Congolais des informations vérifiées, des informations recoupées, reçues de tous les services. Il y a un temps. Le temps des réseaux sociaux n'est pas le temps de la vraie vie. Et les journalistes, c'est cela l'interpellation. Il faut éviter de vous plier au temps de réseaux sociaux. Il faut rester au temps qui est le vôtre, qui passe par la collecte, les traitements et la diffusion. Il faudrait travailler sur l'accessibilité, la loi sur l'accès à l'information. Ça ne concerne pas que les journalistes, mais on en a besoin aussi, par exemple. Et l'accessibilité à des sources aussi. Attention, l'accès à l'information, il ne faut pas confondre, parce que c'est des notions qui sont liées, mais c'est des notions qu'il ne faut pas confondre. L'accès à l'information, c'est cette loi qui permettra, par exemple, à un étudiant de je ne sais où, quelle université dans le Congo, qui va à la Banque centrale, qui demande des données à 8 heures, il les a à 8h10. Et il faut un écosystème. Forcément, un journaliste le recevra beaucoup plus rapidement. Il faut un écosystème. C'est des choses qui se mettent en place. Et nous avons la volonté d'y parvenir. Au moment où nous vous parlons, il y a une initiative au niveau de l'Assemblée nationale que nous suivrons pour qu'elle aboutisse en mars prochain, pour que nous puissions faire ces pas. Et donc, aujourd'hui, les malheurs que nous connaissons dans les secteurs de médias, je dois le dire, c'est le Rwanda et ses supplétifs qui exportent leurs méthodes de destruction des médias, d'étouffer les journalistes dans notre pays. Vous n'avez pas besoin de leur donner beaucoup trop de pouvoir. On ne leur donne pas de pouvoir. Dès lors, attention, dites-moi, j'ai suivi une alerte. Encore ce matin, on me dit qu'il y a ces journalistes de Bukavu qui auraient été retrouvés dans un état critique. Mais pourquoi il a disparu? Pourquoi? Pensez-vous que... Pourquoi la plupart des journalistes ont quitté ces régions? Pourquoi? C'est incompatible pour les occupants, le père le Rwanda et les fils M23, de tolérer la critique. Je ne voudrais pas revenir sur l'assassinat d'un ancien confrère, mais vous avez vu dans quelles conditions cela s'est passé. Et donc, aujourd'hui, il est évident que les reculs que nous avons dans les classements de Reporters sans frontières est dû à ces agissements. Je peux vous partager, vous avez vu sûrement le rapport de GED, je peux vous partager un ensemble des documents, vous allez voir. Mais nous, par rapport aux médias, et c'est peut-être là que je termine sur ces sujets,
La bonne chose, c'est que nous tous, nous partageons le même souci, d'avoir un secteur médiatique assaini. C'est pour ça que nous allons poursuivre la salubrité médiatique et nous allons nous assurer de travailler avec l'UNPC pour que les vrais journalistes aient des cartes, pour que les moutons noirs cherchent un autre métier que les journalismes. Nous allons y arriver parce que c'est à ces prix que nous allons tous contribuer à faire évoluer les narratifs de notre pays. On va terminer cette émission par quelque chose qui a marqué, qui continue de marquer les Congolais. Je crois qu'à part la diplomatie, il y a eu le sport. On est à un match de la Coupe du Monde. On fait plutôt une première bonne partie de la CAN. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui serait à la base de ça? Est-ce que vous en savez quelque chose? Mais bien sûr que j'en sais quelque chose. Des mémoires de journalistes. De mémoires de journalistes. Avez-vous vu un président autant impliqué dans les sports que le président Tshisekedi? Mobutu qui nous a donné 2 Coupes d'Afrique. Je parle de votre mémoire de journaliste. Oui, de mon mémoire de journaliste. De votre mémoire de journaliste. Mobutu, 2 Coupes d'Afrique. De votre mémoire de journaliste. De votre mémoire de journaliste. Ça veut dire qu'il y a un ensemble, il y a un engagement au plus haut niveau du gouvernement. Vous voyez, le président, il va régulièrement au stade. C'est un exemple, c'est un engagement, c'est un leadership. Et nous avons un bon coach, nous avons de bons joueurs qui répondent au plan du coach. Et ceux-là devraient être en mesure d'enseigner beaucoup. Parce que ceux-là, ils viennent de diverses origines. Moi qui vous parlais tout à l'heure d'un Congo grand, mais beaucoup dans cette équipe sont des binationaux. Mais pourquoi nous tous, quand on les regarde, on les applaudit? Pourquoi? Parce qu'ils nous reflètent. Vous voyez? Et cet exemple-là qu'il y a dans le foot, en termes d'engagement patriotique, devrait nous enseigner. Nous, aujourd'hui, on ne va pas nous enorgueillir parce que nous faisons notre part. On devrait d'abord, d'ailleurs, faire davantage parce qu'on n'a pas des talents que dans le foot. On en a dans le judo. On en a dans d'autres disciplines sportives. Mais aujourd'hui, les résultats auxquels nous parvenons et les résultats auxquels nous parviendrons, c'est les résultats de cet investissement soutenu, de cette confiance que nous avons à travers le ministère de Sport à l'entraîneur, de cette confiance contagieuse que l'entraîneur a envers le joueur, de cette responsabilité qu'ont les joueurs lorsqu'ils sont sur le terrain. Et vous savez, madame, il y a quelque chose de formidable dans le foot. Au-delà du fait de la démocratie et de la pluralité de communautés, parce que ces footballeurs-là, si vous devez les placarder sur la carte de la RDC, vous verrez peut-être des signaux rouges partout lorsque vous regardez l'équipe. Et certainement d'autres qui ont des parents peut-être étrangers. Mais dans le modèle du football, ici on dit, j'ai rigolé lorsque j'ai vu ces coachs nigérians dire « Ah, les vaudous ». Mais le vrai vaudou, entre guillemets, que vous pouvez avoir, que ce soit vous dans votre vie, ou les sportifs sur le terrain, c'est le mental. Ces joueurs savent pourquoi ils doivent gagner. Ces joueurs savent pourquoi quand je perds une balle, je dois la récupérer. C'est cet engagement-là que nous avons autour du président. C'est cet engagement-là que nous transmettons quotidiennement aux Congolais. La guerre, vous pensez que ce n'est qu'une affaire de gouvernement. Mais lorsque dans votre téléphone, vous dites « halte au poison rwandais », tous ceux qui viennent des réseaux rwandais, des influenceurs rwandais, qui produisent des mensonges pour nous diviser, j'ai dit non. Vous aurez fait preuve d'un engagement. Vous aurez fait preuve d'un engagement, en tout cas, mais on salue les léopards qui redonnent la fierté à toute une nation, à tout un pays et à tout un peuple. En tout cas, on est fiers de vous. On va clôturer par une toute dernière question. Ça sera un vœu, un seul, pour 2026, pour le pays. Écoutez, il n'y a pas de vœu pour le pays, la paix. Voilà. C'est évident. Voilà. Un seul vœu, la paix, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on souhaite pour le pays. En 2026, la réunification, j'ai hâte de revoir Goma, hâte de revoir Bukavu,
hâte de continuer à aller à l'intérieur du pays, surtout dans cette partie du pays. Et pour arriver là-bas, il faut qu'il y ait la paix. Sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur le ministre, je vous remercie de m'avoir accordé c'est une heure d'échange, d'écoute et de m'avoir reçu dans vos bureaux. C'est moi qui vous remercie, mais vous ne m'avez pas posé des bonnes questions. C'est pas un problème. Vous trouverez certainement d'autres confrères qui vous poseront mieux. Non, j'essaie de faire mon mieux. Mais on va terminer sur cette boutade parce que justement, on n'a pas parlé du fond du sujet. Malheureusement, dans les médias, c'est une remarque générale, on accorde très peu d'espace pour ce qui vaut réellement pour les Congolais. Ce qui vaut pour les Congolais réellement, c'est comment on améliore leur accès aux soins de santé, comment on s'assure qu'ils ont de l'eau, comment on s'assure qu'ils ont de courant. Et j'entends très peu. Il y a des ministères appropriés pour ça. J'entends très peu. Encore faudrait-il qu'ils soient ouverts. J'entends très peu, depuis que j'étais journaliste, des hommes politiques défiler sur des écrans, parler des problèmes de Congolais dans les fonds. Alors, je suis disposé pour une prochaine interview. Mais cette interview, on fera un effort pour ne pas parler des événements, pour ne pas parler de l'actualité, mais pour parler de comment nous, sous la direction du président Tshisekedi et de la première ministre Souminois, nous plantons les graines pour la renaissance du Grand Congo. On peut faire mieux. Faites-nous la commission auprès de vos camarades ministres pour qu'ils soient de plus en plus présents comme ça, secteur par secteur. On peut commencer à prendre... Je vous ai d'abord parlé... On comprendra. Je vous ai d'abord parlé de moi. On prendra au-delà du briefing, évidemment. Parce que je sais que vous recevez régulièrement les ministres, certains membres du gouvernement dans vos briefings, mais faites-nous... Mais la question n'est pas celle-là. Faites-nous la commission, comme ça ils viendront aussi faire la redevabilité. À condition. En tout cas, on n'a pas le monopole de toutes les questions. On va laisser au public, à ceux que nous ont suivis, juger si les questions étaient bonnes ou pas. Et moi aussi, je l'avoue, je n'ai pas obtenu les réponses que je voulais. Mais qu'à cela ne tienne, c'est de bonne guerre. Je vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission, la dernière de 2025 et la première de 2026. Continuez à nous suivre sur B1 également. Essayez de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Il y a Élysée Odia TV. On vous présente nos vœux le meilleur pour cette année, qu'on veut une année de paix. On se dit au revoir et à très très bientôt.